Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Nicolas. Salut. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. C'est moi qui te remercie. Ça fait un moment que je voulais t'avoir sur ce podcast pour tout ce que tu peux nous apprendre. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire d'où tu viens ? Oui, alors c'est une histoire très longue. J'ai 48 ans, je viens d'Italie, de Bergame, que vous connaissez sûrement pour plein de raisons. C'est les Préalpes, c'est très beau, c'est proche d'Annecy, disons. Ouais. Mon parcours, j'ai fait un bac comptable où je voulais partir dans un premier temps, mais après je me suis orienté vers les sciences du sport et j'ai fait 3 ans, j'ai fait une licence à Milan, donc à côté de chez moi. Ouais. Licence STAPS, qui m'a donné pas grand-chose à l'époque parce que en Italie, il n'y avait pas de poste dans les écoles, donc on devenait prof de sport, mais il n'y avait pas de poste dans les écoles. Personnellement, j'avais une salle de forme que je gérais avec mon frère, du fitness de base. Et du coup, voilà, j'avais plein de questions, j'étais intéressé je suis très passionné par le sport en général. Et alors, avec des copains, on a exploité le lien français, le lien dijonnais, où il y avait Gilles Cometti, qui était un expert de la musculation, qui nous a bien accueillis pendant 1 an. Et du coup, il nous a aussi reconnu le niveau licence italien. Et on est rentré à une maîtrise à l'époque, une maîtrise STAPS, donc à Dijon. J'ai fait une maîtrise STAPS où c'était une année où c'était le changement de ma vie parce que ça m'a ouvert les yeux sur des labos ouverts, des profs très disponibles et très simples, chose que j'avais pas connue en Italie. Et ça m'a donné l'opportunité d'aller passer des heures au labo. En fait, à Dijon, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe appliqué de Gilles Cometti qui faisait pas de la recherche, mais qui faisait plein de mesures et qui faisait beaucoup de travail appliqué. Et il y avait le labo, qui est aujourd'hui un labo INSERM, qui au contraire avait une approche même plutôt mécanistique sur les mécanismes de la force. Donc voilà, il y avait un lien entre les deux, mais qui n'était pas officiel. Et moi, d'entrée, j'ai travaillé avec Gilles Cometti, parce que ça m'intéressait beaucoup le côté sportif, mais au labo, parce que je voulais faire une maîtrise. À la fin de ma maîtrise, donc 1 année, bien sûr, je voulais rentrer chez moi. Ma maman m'attendait chez moi. J'ai postulé quelque part en Italie sur des postes de prépa physique. Ouais. Et on m'a répondu systématiquement que j'étais surqualifié. C'était pour ne pas dire qu'on n'était pas reconnu, qu'il n'y avait pas de place. Donc Dijon, à ce moment-là, ils m'ont dit pourquoi tu restes pas pour un DEA. Donc c'était un master 2. Et je l'ai fait volontiers et ça m'a donné beaucoup plus d'expérience côté recherche, mais j'ai continué toujours avec Gilles Cometti. Donc je fais pas mal le tour de la France, aller évaluer des équipes, faire des comptes rendus, ça me plaisait beaucoup. Jusqu'au jour où, après le DEA, j'étais dans la même situation. Et du coup, je suis parti sur une thèse à Dijon. Thèse, ce qui a fait que je me suis un peu éloigné de Gilles Cometti. Parce que du coup, la thèse, ça nécessitait un peu plus de temps de travail, recherche. Mais j'ai continué à suivre un peu ce que Gilles faisait. Et je me suis orienté vers une thèse disons, entre la neurophysiologie appliquée au sport. Disons neurophysio appliquée. C'est-à-dire, j'ai étudié le réflexe H de Hoffman,
qui est un équivalent du réflexe d'étirement. Chez les sportifs, j'ai mis au point une méthodologie. En fait, j'étais suivi par deux personnes très différentes, mais très enrichissantes. Alain Martin, d'un côté, qui était le prof à la fac de Dijon, et Marco Schepati, qui était un neurophysio très connu, très reconnu, qui était un stage au labo de Dijon. Donc, ça m'a permis de faire une thèse. Je l'ai faite sur 2 ans parce que voilà, j'avais envie de finir vite et de voir après ce que je pouvais faire. Et après la thèse, en fait, donc ça s'est combiné avec, comme un peu tout le monde, des histoires personnelles. Donc, je me suis marié avec une Française, une pseudo-dijonnaise, et on a décidé de rester à Dijon. D'accord. Du coup, après un stage de quelques mois dans le labo de Roger Inoka à Boulder, je suis revenu tout de suite sur un poste de maître de conf. J'ai eu la chance de trouver tout de suite, sur le coup, ça m'allait. Mais au bout de 2-3 ans, les enseignements étaient nombreux et pas forcément passionnants pour un jeune maître de conférence. Ce qui veut pas dire que je n'aime pas enseigner, mais c'était beaucoup trop et pas assez passionnant, des matières pas passionnantes. Et du coup, voilà, j'ai passé trop de temps à faire de la recherche les week-ends, etc. C'est la recherche qui me plaisait bien, c'était de répondre à des questions. Oui, sans faire voilà, j'ai jamais été trop mécanistique. J'ai toujours cherché d'avoir des applications. Mais voilà, j'ai fini ma thèse, j'ai pris mon poste, et j'ai commencé à chercher un peu ailleurs. Dès ma 2e année maître de conf, j'ai regardé un peu à droite à gauche sur des postes de chercheurs. J'ai essayé le CNRS, l'INSERM, bien sûr, je me suis pris des râteaux pas possibles. J'ai essayé. Et après, je suis parti 1 année en Italie dans le but de revenir un peu vers ma famille sur une délégation. Donc en fait, quand on est à la fac, on a beaucoup d'avantages. Je me suis détaché pendant 1 an. J'ai fait de la recherche dans une clinique où on traite des patients obèses. Ce qui m'a permis d'amener mon approche très musculaire, enfin neuromusculaire, chez une population qui est impressionnante parce que voilà, on parle de quelqu'un qui est entraîné en force de façon chronique parce que voilà, ils amènent des charges. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant des années. Donc, il y a une étude de Carmelo Bosco que tout le monde connaît sûrement, qui avait alourdi des joueurs de volley pendant quelques semaines. Donc, il les avait équipés de gilets lestés. Et voilà, ça a collé exactement avec ce que j'ai pu observer, des muscles très puissants, des muscles énormes et des muscles capables de produire des forces, surtout explosives, très rapidement. D'accord. Mais très fatigables aussi. Donc voilà, j'ai fait quelques études simples, mais j'ai fait une expérience, différente. Tout en étant bien sûr en Italie. Moi, ça m'intéressait pas forcément de faire une carrière. Voilà, donc j'étais l'équivalent d'un stagiaire, d'un pauvre stagiaire qui allait faire des manips quand il voulait. Voilà, enfin. Et ben ça m'a plu, ça m'a ouvert les yeux. Je suis revenu en France et j'ai refait 1 année de maître de conf. Et là, j'ai continué ma recherche dans les travaux recherche et à la clinique Schultes, qui à l'époque je ne connaissais pas. Il cherchait un chercheur, pas forcément avec mon profil, mais avec de l'expérience au niveau des membres inférieurs. Donc la clinique Schultes étant une clinique purement orthopédique. Je suis venu, j'ai connu le chirurgien qui gérait un peu les activités du membre inférieur, disons, parce que ici c'est très orienté par partie de corps. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur ça. Et en gros, on m'a mis sur le membre inférieur et on m'a dit, tu as carte blanche, tu peux monter un labo, tu peux monter des projets. Et bien sûr, ça doit coller avec un peu nos exigences, mais et en gros, j'ai pas hésité longtemps. J'ai essayé d'amener tout ce que j'avais fait et tout ce que j'avais vu à Dijon. Donc, une approche, encore une fois, que moi je définis neuromusculaire, mais bon, en gros, c'est une exploration avec des méthodes non invasives, la force, la puissance, avec quelques méthodes qui permettent d'aller comprendre pourquoi on développe ou pas beaucoup de force dans certaines conditions, et des méthodes non invasives, donc de l'EMG et de la stimulation cutanée.
Voilà, donc depuis, on a monté le labo, en fait, avec Mario Bizzini, que sûrement beaucoup de personnes connaissent, qui est un kiné très reconnu, qui entre-temps faisait une thèse et qui travaillait pour FMARC, donc le centre de recherche FIFA, qui était, à l'époque, euh, au sein de la clinique. Donc, en fait, c'était une institution un peu séparée, mais ça faisait partie de la clinique. Ouais. On a monté ce labo et on a commencé à s'orienter vers 3 axes. Donc, moi je parle, hein, tu m'arrêtes si. Non, t'es très bien. Ok. Vas-y. Et en gros, moi, ce qui m'intéressait, c'était 3 choses. C'était bien sûr m'adapter au contexte orthopédique, et tout en partant du constat que les évaluations neuromusculaires étaient pauvres ou inexistantes. Donc, pour faire comprendre à tout le monde, c'était la méthode d'évaluation de force manuelle qui dominait sur des genoux et des hanches chez des patients quand même plutôt actifs, plutôt forts. Là où on sait très bien que voilà, la validité elle est pas très importante de ce genre de mesures. Donc rien que d'introduire des dynamomètres portables, ça a été déjà une avancée. Et du coup, petit à petit, voilà, les 3 axes sur lesquels on a orienté les activités du labo pendant le temps, ça a été évaluer pour mieux comprendre et adapter nos évaluations aux patients orthopédiques. Donc, en utilisant bien sûr des dispositifs portables avec valeur clinique et tout, mais aussi, voilà, on avait ici des ergomètres isocinétiques, des ergomètres qu'on a dans des laboratoires. Ouais. Au niveau académique. Du coup, on s'est équipé aussi de dispositifs de stimulation, de dispositifs d'électromyographie. Et le deuxième volet, du coup, a été, pourquoi, puisqu'on évalue et on essaye d'adapter nos évaluations au milieu orthopédique, pourquoi on va pas au-delà, on essaie de comprendre, puisque les patients sont faibles ou ont des déficits de force, de puissance. On caractérise ces déficits et on essaie de comprendre pourquoi ils ont cette faiblesse. Donc, est-ce que c'est l'approche classique, c'est-à-dire c'est de l'atrophie qui est consécutive à une opération, à une mobilisation ou autre chose, ou est-ce qu'il y a aussi autre chose? Et en fait, on s'est orienté plutôt sur cette autre chose, qui est la capacité du système nerveux à activer les muscles de façon maximale et optimale, notamment après une intervention, après une opération, après une phase d'immobilisation. Et donc, on est rentré dans le domaine de la sidération. Enfin, en français, c'est sidération, j'aime pas du tout ce mot. En anglais, c'est encore pire, arthrogenic muscle inhibition. Donc, nous, on est bien activation failure, incapacité ou déficit d'activation. Tout simplement, on n'active pas comme on veut, on contrôle pas nos muscles comme on veut pendant certaines phases. Et on a vite réalisé que ce déficit nerveux explique une grosse partie du déficit de force qu'on observe chez la plupart de ces patients. Et quand je parle de ces patients, enfin, pour nous, en gros, c'est 2 grandes articulations, le genou et la hanche, avec 2 grandes populations par articulation, c'est-à-dire au niveau du genou, c'est, pour faire court, hein, c'est le patient jeune avec une lésion, donc rupture du croisé ou ménisectomie ou autre chose, ou la suite, 20 ans après, 30 ans après, c'est le patient avec de l'arthrose qui vient à la clinique pour se faire une articulation. Et au niveau de la hanche, ça a collé exactement avec l'arrivée d'un médecin très connu et très reconnu pour le conflit fémoro-acétabulaire, qui est Michael Leunig, qui était l'un des précurseurs l'un des inventeurs de cette pathologie. Et du coup, voilà, ça nous a permis de faire au niveau de la hanche tout ce qu'on avait un tout petit peu validé au niveau du genou, avec les difficultés de la hanche, parce que la hanche, bien sûr, au niveau des explorations neuromusculaires, est une articulation beaucoup plus complexe. Mais en gros, on a retrouvé le même modèle, impingement, suivi quelques années après par arthrose de la hanche. Et donc, voilà, on s'est vite orienté sur ces 2 axes. Et le 3e volet de nos recherches, vite, mais pas vite, pour certaines pratiques, on a voulu se pencher sur la réhabilitation, c'est-à-dire une fois qu'on connaît et on a décrit la faiblesse de ces patients, améliorer les tests cliniques, etc. C'est-à-dire n'importe qui peut vérifier qu'il y a une faiblesse au niveau des fléchisseurs de la hanche chez un patient avec un conflit fémoro-acétabulaire. Une fois qu'on a compris que ça vient surtout d'une incapacité à activer des muscles, mais les muscles sont là, les nerfs sont là, ils sont pas
endommagé, il n'y a pas de problème à activer maximalement un muscle. Est-ce qu'on peut mettre en place des méthodes ou valider des méthodes de réhabilitation qu'on pourrait définir un peu plus neurologiques, c'est-à-dire un peu plus peut-être classiques pour des patients neurologiques, mais les adapter à notre contexte ici à la clinique. Et du coup, on a vite commencé à penser à des protocoles d'entraînement contralatéral, donc du membre opposé, enfin du muscle homonyme opposé au muscle du côté opéré. On a commencé à penser à de l'imagerie motrice, on a commencé à penser à de l'électrostimulation adaptée au classique, à l'approche classique que tout le monde connaît, à l'approche classique complexe, pour aller recruter des unités motrices qu'on a du mal à recruter, mais qui sont superficielles et qui sont faciles à activer avec du courant ou avec plein d'autres stratagèmes, voilà, qu'on a essayé avec une approche que pour moi reste holistique, parce que jamais je pourrais faire une étude où dans la même étude je vais réhabiliter des patients avec 10 modalités différentes, avec un accent sur la réhabilitation neurologique. Par contre, je peux tester une par une ces stratégies et voir ce que ça donne, rajouter ou un complément d'une approche classique. Là où l'approche classique pour la réhabilitation chez nous, enfin comme ailleurs, elle est pas, enfin c'est pas du super scientifique, ça reste très subjectif, ça reste que, enfin tout le monde a son opinion bien sûr, mais il y a très peu de recommandations. Après une prothèse totale, après une opération de croisée, il y a beaucoup plus, bien sûr, dans les dernières années, heureusement. Mais voilà, enfin, les kinés écoutent encore beaucoup trop, peut-être, les orthos enfin, pour nous, le range, c'est au niveau de 10 médecins qui opèrent une hanche. Ça va de celui qui dit que la physiothérapie ne sert pas, donc elle n'est pas recommandée, et donc elle fait pas partie du protocole de réhabilitation, à celui qui croit beaucoup à la réhabilitation et qui donne des recommandations qui sont propres à lui et qui sont souvent en conflit un peu avec aussi le côté commercial, c'est-à-dire enfin, au niveau orthopédie, malheureusement, on a un conflit d'intérêt avec des boîtes qui produisent des prothèses ou qui produisent des systèmes de réparation du croisé, par exemple, où voilà, c'est la boîte qui dicte des fois les réhabilitations, et bon, ça, bien sûr, on n'est pas fan de tout ça, mais il faut faire avec, et on essaye de vivre dans un milieu où ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'en orthopédie, c'est pas évident de faire de la bonne recherche. Par contre, voilà, enfin, le système est assez ouvert. Et nous, enfin, notre mission, c'est bien sûr d'avoir un rôle interne, qui reste limité, j'ai envie de dire. Et un rôle externe, c'est-à-dire en étant chercheur, en publiant et en communiquant ce qu'on fait. On pense avoir plus de messages qui vont à l'extérieur de la clinique, et qui ont prise peut-être sur des personnes qui ont une approche proche à la nôtre, plutôt que d'aller révolutionner les lignes guides de la clinique ou d'aller tout changer en interne, ce qui n'est pas forcément super simple. Voilà, donc ça c'est un peu ce qu'on fait. Et on est passé d'un laboratoire qui a été pendant 10 ans très neuromusculaire, très orienté sur tout ce que je viens de décrire, un labo qui depuis 4 ans est un peu plus focalisé aussi sur le mouvement, c'est-à-dire on a amené des gens et des méthodes propres à l'analyse de mouvement, donc des techniques que tout le monde connaît, la cinématique, la cinétique, pour aller faire des analyses de marche, mais aussi des analyses de mouvement sportif. Et depuis peu, et ensemble avec l'ETH, donc le Polytechnique de Zurich, l'équivalent de l'EPFL de Lausanne, des études par vidéofluoroscopie, qui n'est rien d'autre que des rayons X en dynamique pour aller voir à l'intérieur d'une articulation. Par exemple, la position d'une prothèse. Et du coup, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui au labo, on essaie même si on a encore du mal à faire des études sur les 3 axes, mais à étudier le neuromusculaire, le mouvement et l'articulation.
Voilà. Donc tout ça aussi pour répondre à des questions un peu plus euh, cliniques, c'est-à-dire à l'analyse du mouvement et la vidéophoroscopie nous permettent d'avoir un peu plus de médecins qui s'impliquent dans la recherche. D'accord. Ouais, c'est impressionnant. Et si on revient sur ce que tu disais, activation failure, qu'est-ce Mhm. que vous avez trouvé? Donc on prend l'exemple d'un LCA opéré, justement avec un quadriceps qui a du mal à se réveiller. Qu'est-ce qui marche le mieux par rapport à tout ce que tu as cité? Qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qui est le plus efficace en pratique? Alors, pour évaluer ou pour réhabiliter? Les deux. Tu me poses la question pour Ouais. réhabiliter. Alors, pour évaluer, nous, on fait deux choses qui sont souvent complémentaires, c'est-à-dire Mm. d'un côté, on fait de l'EMG de surface Mm. qui nous permet d'aller étudier le tout début de la contraction. En fait, ça nous intéresse le début de la contraction. Et on est passé de l'utilisation de dispositifs de labo qui sont chers et qui sont souvent difficiles à utiliser. On est passé à des systèmes portables. Ben, je te le montre, personne ne le Ouais. verra, mais aujourd'hui, il y a des dispositifs Ça vaut portables qui 300 ont une euros. Ouais. valeur de 100 euros, voilà, Ouais. euh, dont on n'a plus besoin d'un gros dispositif, qui sont Ouais. portables et qui nous permettent de voir, même juste comme un système de biofeedback, Mm. ce début de la contraction. Donc nous, on est un peu à l'extrême, on se fixe sur un 50 à 100 millisecondes au Mm. début de la contraction, et ça peut-être j'y reviendrai tout à l'heure, Ouais. mais c'est ça qui nous intéresse. Mais tout simplement, quand on enregistre de l'EMG d'un côté et de l'autre, on a l'avantage souvent d'avoir un côté sain et un côté qui est lésionné. Ça nous permet de comparer, même si pour l'EMG ce n'est pas forcément scientifiquement super valide, mais on voit très bien le déficit d'activation, d'excitation. On devrait parler d'excitation. L'EMG Mm. nous renseigne sur l'excitation. Et après, on combine ça avec une méthode de stimulation, c'est-à-dire quand on demande au sujet une contraction maximale, là où Mm. il est inhibé, Mm. et là où il produit une force qui est stable, Mm. à ce moment-là, on surimpose un train d'impulsion électrique qu'on Mm. envoie grâce à des électrodes qui sont sur la peau, en modalité complexe, mais c'est un petit train, c'est pas 5 secondes de steam. Et dès Ouais. qu'on surimpose la steam, on voit tout de suite qu'il y a une La augmentation de la différence. force Mm. qui est proportionnelle au déficit d'activation. Et donc Mm. ça, c'est flagrant et ça se voit très bien euh, dans les phases post-lésion, post-opération, même si on peut pas forcément réaliser une contraction maximale. Mm. Mais bon, ça dure longtemps. Nous, on trouve que par des études menées ici, mais ici, on n'en a pas fait des milliers parce que voilà, Mm. ici, la population de croisés, elle n'est pas énorme. Mm. Mais on voit exactement la même chose chez les prothèses totales Ouais. de genoux. Et ça, on a plein de données. Et on voit exactement la même chose chez les patients avec conflit fémoro-acétabulaire. Ouais. Et chez les patients avec prothèse de hanche. Donc, on constate ce déficit d'activation. Pour aller contre ce déficit d'activation, bien sûr, nous, on s'est dit, il faut mettre en place une série de procédures. Enfin, on a tendance à parler, on a à disposition beaucoup d'armes. Le kiné doit connaître les Mm. avantages de chacune de ces modalités pour aller accéder au système nerveux central, parce qu'en fait, c'est Mm. là où il y a un déficit. Mm. On a encore du mal à comprendre si le déficit est plutôt spinal ou Mm. cortical. Mais bon, à la limite, ça, c'est secondaire. Mm. Euh, Par contre, on a plein de techniques qu'on peut mettre en place très tôt après Mm. une lésion, très tôt après une opération, sans solliciter, donc sans charger l'articulation. Par exemple, l'imagerie motrice, ou enfin tout simplement imaginer un entraînement de force, Mm. ce que les gens ont encore du mal à concevoir. Ça existe Mm. depuis très longtemps. Il y a des études qui ont été menées après réhabilitation du croisé. Ça marche bien. Ça permet de maintenir une activité surtout corticale Mm. que autrement on n'aurait pas, et qui, je ne sais pas à quel point ça va limiter la sidération, le déficit Ouais. d'activation. C'est mieux que rien et ça coûte rien au niveau du temps et au niveau des efforts. L'étude qui avait été menée, c'était une étude lyonnaise. C'était 15 minutes par jour, 3 fois par semaine,
après rupture du croisé pendant 1 mois. Donc franchement, l'effort, je crois que Ouais. ça vaut le coup. Et voilà, encore une fois, c'est pas ça qui peut tout Mm. expliquer, qui peut tout normaliser, mais ça, combiné à une autre approche qui a des effets nerveux qui sont connus, et c'est Mm. l'effet croisé, donc Ouais. l'entraînement contralatéral. Là, on constate effectivement qu'il y a beaucoup à faire. Dès 1 heure après la lésion, 1 heure après l'opération, pourquoi pas Ouais. démarrer un entraînement de force côté contralatéral, Putain. en volontaire, donc avec de la machine à quadrille classique, 5 Mm. fois 5, enfin tout ce que vous voulez à 80% de la force max du classique, ou avec de la steam. On vient là de publier une étude. Nous avons mis longtemps à la réaliser parce qu'encore une fois, nos patients sont pas nombreux, nos croisés, et ils sont pas forcément super disponibles. Ouais. Mais en gros, on leur a donné au domicile un stimulateur. On leur a demandé d'utiliser un stimulateur pendant 6 semaines après opération du croisé. Ouais. On avait un groupe sham, donc un groupe qui n'avait pas un vrai courant, mais Mm. qui avait un stimulateur et qui croyait avoir Mm. de la steam. Et le groupe qui, pendant 6 semaines, a utilisé à la maison un stimulateur avec quelques consignes. Franchement, on n'avait pas poussé sur le contrôle, les recommandations. On avait essayé de faire un truc vraiment très écologique. Ouais. 6 mois après Ouais. l'opération, ils avaient moins de faiblesse musculaire. D'accord. Chez eux, on n'a pas pu mesurer exactement le niveau de déficit d'activation, mais enfin, on est quasiment certain que ça a contribué à réduire en partie tout ça. Donc, ceci Et combiné à cela, l'imagerie, l'effet croisé, la stimulation, rien qu'un protocole de stimulation électrique, cette fois-ci sur le muscle du côté opéré, ouais, voilà, d'accord. introduit au moins 2 semaines après l'opération, Mm. peut avoir accès à des unités motrices ou à des fibres musculaires qu'on a souvent du mal à activer. Enfin, on considère que le déficit d'activation, souvent, affecte les unités les plus larges, donc les fibres les plus rapides. Et en fait, Mm. on n'y pense pas forcément, mais avec la steam, il y a beaucoup de désavantages. Ce n'est pas Mm. magique du tout. Enfin, je suis loin d'être celui qui dit qu'il faut faire de la stimulation électrique neuromusculaire. Mais avec la steam, si on pose des électrodes sur un vaste externe, Mm. on sait très bien, grâce à des études des années 90 avec des biopsies, qu'au niveau superficiel, on a des fibres plus rapides qu'au niveau profond. Et Mm. quand on pose une électrode, et on met même pas beaucoup de courant sur un muscle, donc nous, on cherche toujours une contraction visible du muscle. On veut Ouais. pas qu'il y ait trop de force, Ouais. mais on sait aussi que quand il y a beaucoup de force, il y a plus d'effet. Mais si on excite ces fibres-là avec du courant, on a peut-être plus de chances de les garder activables, Ouais. disons, à long terme. Donc, encore une fois, combiné avec d'autres approches que nous n'avons pas testées, mais l'occlusion, par exemple. Ouais. L'occlusion a aussi l'avantage de, cette fois-ci par un stress plus métabolique, Ouais. d'aller chercher des unités motrices que si on travaille à 20% du max, on n'active Mm. pas. Mm. Par contre, au niveau métabolique, on a peut-être une intensité plus élevée, Mm. ce qui permet une rotation des unités motrices, ce qui permet de travailler contre la fatigue des unités qui sont actives, etc., etc. Avec voilà beaucoup de stratagèmes aussi qui peuvent être modifiés pour nous, enfin au cours des séances de réhabilitation, c'est-à-dire à altérer l'état motivationnel, Mm. émotif de notre patient, aller le pousser le plus possible à activer ce qu'il a à disposition, parce qu'encore une fois, ses muscles sont sains, ils sont Mm. là. Mm. Et ses nerfs sont sains. Donc ce n'est pas un patient qui a eu un ictus, ce n'est pas un patient qui a un dommage nerveux. Ouais. Euh, il développe juste cette incapacité à activer. Et pour nous, voilà, tout moyen doit être recherché pour aller Mm. maintenir actifs ces circuits nerveux. C'est Le génial. biofeedback, par exemple, est aussi une modalité super importante parce que cette fois-ci, on travaille sur le feedback sensoriel qu'on a, Ouais. contrôle de combien de force on produit, à quelle vitesse on la produit, ou même par de l'EMG, quelle est notre capacité d'activer. Et dès qu'on a un retour visuel, et Mm. encore une fois un dispositif portable Mm. branché sur un écran qui aujourd'hui est présent, enfin c'est du simple, mais on peut le faire Ouais. sur un téléphone, Ouais. ça permet d'avoir un meilleur
une meilleure opinion de ce qu'on est en train de faire, si la contraction est bonne, même pour le kiné, un meilleur retour sur voilà, sur ce qu'il demande à son patient. Après, encore une fois, cette approche, elle est holistique, Mm. elle est multimodale, c'est-à-dire il y a vraiment beaucoup de modalités qu'il faut aller chercher. Encore une fois, je suis peut-être pas la bonne personne pour aller dire lesquelles. Oui, certaines, bien sûr, on sait que scientifiquement ont plus de valeur, mais certaines, sûrement au niveau clinique, ont une valeur que moi je ne connais pas, mais qui peuvent être utilisées à ce fin. Et j'aurais envie qu'on oublie un peu que l'atrophie est l'ennemi numéro un, et que, moi je vois l'atrophie comme une conséquence du fait de pas activer. Donc, c'est facile à dire, mais ça me paraît assez logique dans la chaîne des événements sur un patient qui a des nerfs et des muscles sains. C'est que les muscles s'atrophient quand on les utilise pas, quand on les active pas. Donc, si les circuits nerveux sont pas mobilisés tôt, eh bien, les muscles forcément vont s'atrophier. Et encore une fois, pour provoquer, souvent, je dis à tout le monde, moi, je suis pas un biologiste moléculaire, je suis pas un expert de muscles, mais j'ai tendance à dire que le muscle est l'organe le moins intelligent à choisir entre le système nerveux central et le muscle. Le muscle s'adapte à ce qu'on lui fait faire. Donc, si on surcharge, c'est d'abord le système nerveux qui envoie des signaux au muscle. Et le muscle s'adapte. Mais encore une fois, tu prends et vous prenez ça de façon un peu provoque, bien sûr. C'est génial. Et du coup, par rapport à ce déficit d'activation dont tu nous parles, est-ce que c'est lié, on a beaucoup parlé des opérations, est-ce que c'est lié entre guillemets, au geste chirurgical qui est vécu comme une agression peut-être même par le système nerveux et du coup qui se défend en diminuant son activation pour pas augmenter les dommages ou les douleurs, ou est-ce que tu retrouves ça aussi sur les traumas sans geste chirurgical et aussi par rapport à l'arthrose? Tu vois, tu disais 20 ou 30 ans plus tard, est-ce que tu retrouves aussi ce déficit d'activation et comment il s'explique? Oui. Ok, là on rentre un peu plus dans du subjectif parce que, alors il y a quelques données sur le déficit d'activation. La théorie classique, c'est que un déficit d'activation ou une inhibition ou une sidération se manifeste dès qu'il y a une lésion, notamment articulaire, avec un phénomène d'inflammation, un phénomène d'effusion, un phénomène d'élongation de tissus impliqués dans le message nerveux, disons. Et sûrement, après une simple lésion qui a été simulée au laboratoire, par exemple en injectant du plasma ou du salin dans une articulation. Tu peux le faire sur des sujets sains. Ça provoque oui ou non de la douleur. Mais ceci induit une perte d'activation. Dans ce cas d'études artificielles, une perte qui s'en va. Dans le cas de sujets qui ont une lésion, en fait, souvent, ces sujets ont une opération. Donc, on va faire le plus classique, c'est rupture des croisés, qui est souvent suivie par une opération. L'opération, bien sûr, engendre des dommages musculaires, nerveux, etc., qui sont micros, notamment en cas d'arthroscopie. Je crois que ça dépend pas mal de l'expertise de l'opérateur, et ça se voit beaucoup. Aussi au niveau de la réhabilitation, de la récupération. Mais ça se voit énormément sur des opérations plus agressives comme une prothèse totale. Je suis toujours un peu sidéré en utilisant les mêmes mots quand je vois des techniques comme la technique mid vastus pour aller remplacer un genou, là où on écarte carrément le vaste médial. Et là, je suis sûr que voilà, il y a des procédures et il y a des approches. Et là aussi, je pense à la hanche, où quand on va aller chercher intérieurement, latéralement ou postérieurement, on engendre des niveaux de déficit d'activation, de faiblesse musculaire qui sont sélectifs à là où on a opéré. Par exemple, au niveau de la hanche, pour te faire un exemple, on avait des médecins qui opéraient avec une approche intérieure et ils utilisent une approche bikini, donc c'est assez cool pour les patients, notamment les femmes, versus une approche postérieure. Donc, il y en a qui passaient par le glute. Et là, on a fait des mesures de force, de flexion et d'extension de l'hanche
On avait même fait un groupe d'abduction parce qu'il n'avait qu'opéré côté latéral et la perte de force est sélective et le déficit d'activation est sélectif à là où on ouvre. Donc en gros, on induit un dommage, on rajoute un dommage à la lésion préexistante et à l'inflammation. Donc tu me poses la question pour l'arthrose. L'arthrose c'est une inflammation, notamment articulaire, ce qui engendre au niveau du contrôle des muscles autour de l'articulation. Et au niveau de ce déficit, quelque chose de très proche d'une lésion aiguë, et l'opération accentue ces déficits. Pour répondre à ta dernière question sur est-ce qu'on le voit après à long terme, nous, oui, dès qu'il y a lésion, on voit exactement la même chose qu'on voit après l'opération, voire pire. Après l'opération, on récupère au bout de 6 mois, mais on revient à un niveau qui était celui d'avant l'opération. Et au bout il y a des mesures jusqu'à 5 ans, on revoit exactement la même chose. Et quand on compare après les études, c'est pas les mêmes patients, donc c'est pour ça encore une fois qu'il faut être assez prudent. Mais si on regarde des patients qui se sont fait reconstruire un croisé, et on prend une population de personnes de 20 ans plus âgées qui ont une prothèse totale, on retombe souvent sur les mêmes valeurs. Et nous, c'est assez systématique au niveau de la force max. On a une valeur de 20% qui revient tout le temps, c'est-à-dire la symétrie, nous on l'appelle la symétrie, ou le déficit côté sain ou moins sain, côté plus sain, côté moins sain, côté opéré, c'est souvent de 20%. Et 20% quand on a récupéré, quand on a fait déficit d'activation, fonctionner normalement. On a un déficit de force, d'accord, de 20%. Activation, on fait pas une asymétrie d'activation. Tout d'abord parce que l'activation, en fait, nous, on l'exprime à un pourcentage. 100%, c'est quelqu'un qui active à 100% ses muscles. Ce qui, pour un quadriceps, n'arrive pas très souvent, c'est-à-dire même des athlètes sains ont un petit niveau d'inactivation, c'est-à-dire nous, sur des valeurs normatives, on tourne autour de 95-90% chez des populations saines, c'est-à-dire une personne saine, active, des sportifs, ont une petite, on l'appelle réserve, si tu veux, d'activation, c'est-à-dire on n'a pas toutes les unités motrices qui sont activées ou qui sont activées au maximum de leur potentiel pour générer une force. Et voilà, chez les patients, on trouve plutôt que le déficit de 15 à 20% d'activation, mais on fait pas d'asymétrie côté opéré, côté non opéré, parce qu'en fait, ce déficit d'activation est bilatéral. C'est-à-dire un patient qui est faible d'un côté, il a quand même un déficit d'activation bilatéral, même du côté contralatéral, pour le même muscle. Ce qui nous confirme bien, encore une fois, l'origine centrale de cette altération. Mais encore une fois, je suis très frustré parce que voilà, les données qu'on a sont incomplètes, c'est-à-dire on ne connaît ni l'origine de ce déficit d'activation. Encore une fois, il y a des techniques aujourd'hui qu'on a à disposition qui nous permettent d'étudier un réflexe spinal, donc réflexe H, réflexe de percussion ou d'autres réponses qu'on peut évoquer facilement même chez des sujets, chez des patients, parce que ce n'est pas douloureux et c'est simple, mais c'est plutôt le travail d'un neurologue souvent. Mais quand on fait ces mesures, on n'a pas une image complète et on voit pas forcément un déficit qui correspond à celui qu'on voit sur une contraction maximale volontaire. Ou encore, on a des méthodes comme la stimulation transcrânienne magnétique qui nous permettrait d'aller chercher des déficits au niveau cortical, corticospinal, etc. Là aussi, il y a très peu d'études chez des patients. Il y en a quelques-unes, quelques essais ont été faits chez des patients avec croisés lésionnés ou reconstruits, mais les données vont un peu dans tous les sens et on n'a pas une image super clean des mécanismes ou de l'origine de ce déficit. Ce qui ne nous permet pas de dire est-ce qu'on va chercher plus quelques thérapies qui ont plus un effet spinal ou cortical ou les deux. Et c'est pour ça qu'on reste encore assez vague sur les mécanismes. Et de l'autre côté, on n'a pas des études à long terme qui vont aller suivre les mêmes patients avant la lésion, c'est pas possible, mais après la lésion, après l'opération, après la réhabilitation, et éventuellement
à l'apparition des premiers signes d'arthrose. Ça serait top. Mais bon, les techniques changent trop souvent. Ouais. Et surtout, je m'étais posé la question ici, à la clinique, en fait, d'amener des techniques comme la stimulation transcrânienne ou d'autres techniques, qui sont faites par de neuro plus souvent. Mais je me sens d'aller un peu contre l'aspect clinique parce que on va chercher des mécanismes et ça devient de la recherche limite un peu fondamentale. Alors que à la base, un kiné il veut pas forcément où il faudra beaucoup de temps avant d'aller trouver le site responsable de ça et avant de donner des infos utiles. Et donc nous, on avait fait le choix de dire non, on reste plus un peu plus appliqué, donc on fait plus du basique. Mais dans l'optimal, ça serait avoir une partie du labo ici ou ailleurs qui puisse faire ça. C'est génial. Un autre truc génial. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est la RFD, comment tu la mesures et après j'aurai d'autres questions après ça. Oui. Alors la RFD est arrivée au bon moment. Donc la RFD, les premières études RFD, qui n'est rien d'autre qu'un indicateur basé sur une mesure de force lors d'une contraction explosive, du taux ou de la vitesse, même si ce n'est pas une vitesse, à laquelle on produit un certain niveau de force. Donc en gros, c'est un indicateur de force explosive. Pour faire comprendre, personne ne le verra, mais peut-être le voir. Entre deux sujets auxquels on demande de contracter un muscle le plus rapidement possible. Celui qui arrive à produire la force plus rapidement. Et nous, de plus en plus, encore une fois, on s'intéresse à un intervalle de 200 millisecondes à partir du début de la contraction. Même si récemment, on se penche même plus sur 100 millisecondes. C'est un indicateur de la force explosive qui pour nous complète très bien tout ce qu'on sait déjà sur la force maximale. Et le concept de RFD, donc Rate of Force Development ou taux de développement de force, ou YANC, il y en a, ça prend tous les noms maintenant, mais pour simplifier, c'est la pente qui existe entre un niveau de force en fonction du temps. Plus rapidement la pente monte à un niveau de force élevé, plus on est explosif. Ce concept qui a été oublié pendant très longtemps, parce que depuis les années 50, on évalue la force max. Au labo, mais aussi en clinique, on demande de contracter maximalement. On s'en fout de la partie initiale de la contraction, voire on demande de contracter progressivement et doucement pour monter à un niveau de force max et pour avoir un plateau de force propre. Et ça, c'était pendant des années, bien sûr, ça a marché et on a fait le tour de la question. Mais il y a eu notamment des Scandinaves qui, pendant les années 70, ont commencé à montrer que quand on fait un entraînement plus explosif ou quand on prend des sujets sportifs habitués à faire des efforts explosifs, cette pente, elle monte plus rapidement. Et jusqu'à l'année 2000, où pour moi, ça a été la consécration du RFD avec l'étude de Per Agar, que je citerai par la suite en étant une source d'inspiration. Là où on nous a bien décrit ce que c'était le RFD, on a montré la plasticité du RFD, et on a commencé à écrire noir sur blanc que la RFD est beaucoup plus fonctionnelle que la force maximale. Parce que dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le sport, mais aussi dans plein de conditions inattendues, on a souvent besoin de contracter nos muscles rapidement, pas tellement de produire une force élevée, mais de contracter rapidement, par exemple, pour contraster une perturbation de l'équilibre qui peut avoir une personne âgée, une modèle qui fait un défilé. Ça, c'est très typique. On doit contraster une phase courte ou encore, il y en a qui spéculent sur les blessures. Et ça, moi, je veux pas trop me lancer là-dedans, mais est-ce qu'on peut limiter les effets néfastes d'un mouvement qu'on voulait pas faire, qu'on a fait, en contractant très rapidement? Pour nous, en tout cas, il y a une valeur fonctionnelle sûre du RFD, c'est-à-dire le RFD et la force explosive doivent être
davantage considéré. Et on a commencé à essayer de comprendre comment on pouvait l'évaluer de la meilleure façon possible, d'abord au labo et ensuite plus en application clinique. Et là, on s'est dit, mais déjà au début déjà il y a 15 ans, on était arrivé à la conclusion que quand on évalue la force, on n'a pas trop envie de se prendre la tête, chez des populations de patients, et notamment ici en orthopédie, on n'a pas trop envie d'aller chercher des dispositifs coûteux, d'aller essayer d'être fonctionnel, c'est-à-dire de faire des contractions concentriques, excentriques, qui sont peut-être proches de la pratique, parce que la seule option, ou l'une des options les plus courantes, était un ergomètre isocinétique, qui, c'est une super machine, mais qui a beaucoup de limites, parce que voilà, une contraction isocinétique, par définition, elle n'existe pas trop. Donc, ce n'est pas forcément fonctionnel, et aussi à cause des vitesses, parce que les vitesses angulaires qu'on peut reproduire sur l'ergomètre, elles sont loin des vitesses réelles qu'on peut retrouver dans la pratique. Donc, nous, on était quand même arrivé à un moment où on s'était dit, non, pour nous, la force isométrique suffit. C'est pas grave si elle n'est pas super fonctionnelle, mais évaluer la force isométrique, c'est là où il faut aller en clinique, et c'est là où on a une très bonne reproductibilité, c'est là où ça marche très bien, c'est là où on peut faire avec des ergomètres portables, des dynamomètres à main, on peut faire un tout petit peu ce qu'on veut. Tout ça a collé avec la naissance de quelques dispositifs, notamment par la boîte Vald. Je pense au Nordboard, je pense au Force Frame, je pense à des jauges de contrainte, donc des systèmes de mesure de force qui n'ont aucune valeur, parce que voilà, quand on achète, c'est de l'ordre de 100 €. Mais monter sur une machine où on peut faire des mouvements, n'importe quel mouvement, on peut aller évaluer une épaule, on peut aller évaluer le cou, on peut aller évaluer les hanches, on peut aller évaluer les chevilles, tout ce qu'on veut, avec un dispositif portable, que si on se le construit nous, c'est 200 €, si on l'achète, ça peut monter à 10 000. Mais bon, on a une mesure de force isométrique qui, pour nous, a une certaine valeur. Et surtout, puisque maintenant on peut enregistrer par rapport au premier dynamomètre à main où on avait juste la valeur maximale à l'écran, aujourd'hui on peut enregistrer des signes et des tracés de force temps. Et on peut les enregistrer à 100 Hz ou plus, bien sûr. Et là, ça a collé avec la croissance du RFD, que depuis la publication de 2000 a été une explosion. C'est-à-dire, nous, on a à plusieurs reprises défini la variable neuromusculaire du siècle, parce que voilà, ça attire les gens. Cette idée que il y a une valeur fonctionnelle, cette idée d'activation rapide parle à beaucoup de personnes, au-delà du sens que je peux avoir décrit moi-même, qui n'est sûrement pas compréhensif pour beaucoup de personnes. Mais aussi, on peut l'évaluer si on a ces dispositifs qui sont, encore une fois, pas pour nous, ils sont valides et ils sont assez écologiques, c'est-à-dire on peut se mettre dans pas mal de positions et avoir une estimation de la capacité d'une personne à produire de la force explosive. Et voilà, du coup, on a essayé de le combiner avec les valeurs préexistantes. Et pour compléter mon discours de tout à l'heure, où je te dis que il y a un déficit de force classique de 20%, et là, je me réfère clairement à la force maximale. C'est-à-dire, quand on teste les mêmes sujets, et cette fois-ci, on leur dit, cette fois-ci, ton quadri, tu ne fais pas une contraction maximale volontaire sur 3 secondes, tu rejoins ton pic, tu le gardes pendant une seconde, mais tu contractes le plus rapidement possible. Et moi, je quantifie la pente, c'est-à-dire à quelle vitesse tu montes vers un niveau de force élevé. Et là, un déficit de force explosive sur une personne qui a un déficit de force maximale de 20%, il est de 40%. Et ça, on l'a retrouvé sur des études chez nos patients. C'est-à-dire, on a négligé pendant des années que, oui, la force, bien sûr, on pouvait l'évaluer. La force max, ça nous donnait des déficits. On allait l'entraîner, faire de la réhabilitation peut-être calibrée sur ces mesures de force. Mais on a négligé que, voilà, cette force max, cette force explosive, elle est plus fonctionnelle. Il y a encore plus de déficit chez nos patients, c'est-à-dire ils ont encore plus d'incapacité, plus de déficit d'activation rapide. C'est-à-dire ils sont pas capables dans les 100 premières millisecondes, entre le début de la contraction et la force qu'ils ont obtenue, d'activer optimalement. Donc ils ont
un déficit super marqué d'activation dans la phase explosive que nous avons définie, déficit d'activation rapide, pour faire le tour de la question. Et après, on a fait bien sûr d'autres études dans d'autres domaines, notamment la fatigue. Et là, encore une fois, on a retrouvé des choses très similaires, c'est-à-dire quand on a un niveau de fatigue de 20%, après une séance de réhabilitation ou après un match de foot, la fatigue est de 40% si on l'évalue avec du RFD. Donc, au niveau fonctionnel, on est beaucoup plus fatigué. Et aussi, je crois que ça parle parce que voilà, on améliore un tout petit peu notre mesure, on la rend en plus valide, c'est-à-dire on mesure ce qu'on veut mesurer, tout en restant pas valide parce que, encore une fois, on est en isométrie, on n'est pas forcément dans des conditions fonctionnelles optimales. Quelqu'un qui voudrait faire une mesure de RFD sur une plateforme de force, bien sûr, il peut le faire, mais la mesure, elle n'est pas si reproductible, elle n'est pas si propre, elle n'est pas si parlante que celle qu'on pourrait obtenir en conditions isométriques. C'est pour ça qu'on continue et on reste pas mal sur l'isométrie. Mais là où on a changé un tout petit peu dans les 5 dernières années, c'est que à la limite, prenez ça un tout petit peu un discours entre copains, mais le RFD, finalement, on s'en fout. Enfin, le RFD est le niveau de force qu'on atteint. Mais j'aurais envie de dire, c'est pas ça qui est important, c'est la capacité d'activer rapidement. Et ça, on peut le quantifier avec de l'EMG low cost, portable, etc. On peut aller se focaliser sur le début de la bouffée EMG. On prend 100 millisecondes et on voit très bien d'une bouffée à l'autre. On n'a pas besoin d'analyser les données. On le voit très bien en direct. On n'a pas besoin de faire du biofeedback poussé. Si un sujet est capable d'activer au maximum dans les 100 premières millisecondes. Et s'il active maximalement, forcément, la force, le RFD, il va être élevé. Parce qu'on peut pas activer rapidement le muscle sans produire de force. Donc, j'ai envie de dire, je m'en fous de la tâche qu'on choisit. Ça peut être excentrique et rapide dans les conditions que vous voulez. C'est l'activation rapide qui compte. Et c'est là où, ce concept d'activation rapide prend encore plus de valeur. Je voulais dire une autre chose, mais je ne me rappelle pas. C'est pas grave. Et je reviens sur la fatigue, si j'ai bien compris. Tu disais donc la fatigue, ça touche plus la force explosive que la force maximale au final. C'est ça qu'on se rend compte. Encore une fois, il y a une spécificité. C'est comme si on entraîne une personne avec de la force max. Forcément, on va augmenter sa force max de 20% et sa force explosive de 10%. Si on entraîne quelqu'un avec de la force explosive, peut-être qu'il a plus besoin de force explosive. Donc, si on l'entraîne avec des contractions explosives, il va améliorer de 20% le RFD et de 10% la force max. Et c'est peut-être plus sensé chez quelqu'un qui a besoin de force explosive. Si j'ai fait des contractions fatigantes explosives, je pense au football et aux ischios d'un footballeur, ça a plus de sens une valeur de RFD qu'une valeur de force max obtenue sur un Nordboard à un angle que je ne connais pas, en bilatéral et à une vitesse très lente. Tout ça sans critiquer le Nordboard. Mais voilà, c'est pour rendre... pour moi, tout revient à validité. On mesure et on parle ce qui nous intéresse le plus. Et dans le cas du football, je pense que c'est plus des efforts explosifs qui intéressent certains muscles. Mais encore une fois, si tu me parles de force max, je ne ferai pas le même discours. Et justement, est-ce qu'il y a un lien, tu en as un tout petit peu parlé, est-ce qu'il y a un lien entre RFD et blessure au final? On a parlé des ischios et des efforts explosifs. Les ischios par rapport à, on va dire, à la protection du ligament croisé antérieur, est-ce que quelqu'un qui a un RFD des ischios mesuré alors en isométrique, tout ça, c'est pas forcément hyper écologique, mais plus fort et plus rapide que quelqu'un qui est à la ramasse, entre guillemets, il diminue son risque de lésion du croisé ou pas forcément? Alors, pour moi, il y a quelques études qui commencent à montrer un lien, mais encore une fois, on n'en est pas au point, et c'est pour ça que je ne me sens pas de dire que la mesure de RFD ou de capacité d'activation rapide peut avoir une valeur prédictive. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, l'évidence, elle n'est pas là. C'est-à-dire, on n'a pas encore... d'un point de vue scientifique, après, d'un point de vue du raisonnement, on est tous d'accord. Par contre, il y a quelques études, moi, qui
qui m'ont souvent ouvert les yeux et qui m'ont fait dire que on n'a peut-être pas besoin de la preuve. Enfin, je pense à une étude menée chez des footballeurs pro italiens, publiée il y a une dizaine d'années, testée après reconstruction du croisé, donc footballeur pro, sur un mouvement style leg press isométrique. Donc le premier auteur s'appelle Angelozzi. Ils ont mesuré la force max et ils ont mesuré la force explosive RFD. À 6 mois après l'opération, la force max était revenue à moins de 10% de la force avant l'opération. Donc ces gens-là étaient prêts, après le critère classique, pour revenir à leur pratique. En RFD, ils avaient un déficit de 25%, je crois. Oh, putain. Donc encore une fois, c'est là où la mesure s'exprime par le sens qu'on lui donne, etc. Et 12 mois après, le RFD était revenu à 5%. Et la force max, bien sûr, n'avait pas bougé. Donc voilà, si on oublie un tout petit peu cette parenthèse de capacité activée rapidement, donc à produire un RFD élevé, on passe peut-être à côté de quelque chose. Et pour nous, après, voilà, les applications, enfin, bien sûr, en orthopédie, il n'y a pas que la force explosive. Et c'est clair qu'on peut pas faire de la force explosive trop tôt. Tout le monde. Par contre, il y en a très peu. Même en phase 3, 4, etc., il y en a très peu. Et il y a eu 2 groupes qui ont publié un peu dans ce sens. Un, c'est le premier auteur est Luca Maestroni, qui est un garçon de Bergame, c'est un kiné qui fait une thèse avec Chris Bishop, je crois. Et un autre dont je me rappelle pas son nom, mais qui est aussi très très connu, un autre anglais. Et le deuxième groupe, c'est le groupe Isokinetic, mais la partie de Londres, donc avec Matthew Backthorpe, où ils ont publié 2-3 articles, plus d'opinions, pour dire on a besoin d'un peu plus d'accentuer un peu plus la réhabilitation sur le RFD et sur la puissance, parce que bien sûr la puissance, enfin on n'a pas parlé jusque-là, mais pour divulguer de la façon la plus simple possible, la valeur de puissance, c'est probablement encore mieux que le RFD. On a juste du mal à avoir des valeurs de puissance propres qui nous intéressent. Bien sûr, pour certains gestes, c'est facile et ça marche très bien. Mais des fois, la puissance, voilà, elle arrive pas forcément dans les 200 millisecondes. Donc, on rate peut-être cette fenêtre qui me fait dire que le RFD et la capacité activée rapidement, c'est le frère de la puissance. Le frère plus petit qui arrive un peu plus tôt et qui complète la définition de puissance. Mais il faut aller absolument dans le sens puissance plutôt que force max. Alors, là où la force explosive est un cousin moche de la force max. C'est là où, voilà, encore une fois, pour provoquer, il faut shifter peut-être un peu l'attention voilà, il n'y a pas que la force max, il n'y a pas que la capacité d'activation en général. On peut peut-être faire un peu mieux si on se focalise sur ce début de contraction. Ouais, top, merci. Nicolas, de manière un peu plus personnelle, toi, comment tu organises tes semaines? Comment tu travailles? Est-ce que tu fais que de la recherche tous les jours? Est-ce que tu fais matin recherche, l'après-midi lecture d'articles ou quoi? Comment tu fais? C'est la question la plus difficile parce que je n'ai pas une organisation standard. Si j'avais une organisation et une routine, je ne ferais pas ce métier parce que c'est ce que j'adore dans ce métier, c'est-à-dire je me lève le matin, sauf s'il y a une échéance. Et souvent on en a malheureusement. À ce moment-là, je suis totalement focalisé sur un truc et ça m'arrive de passer 3-4 jours sur un seul truc quand c'est un gros truc. Je ne suis pas capable de faire du multitâche au niveau du travail, c'est-à-dire si j'ai 2 articles à amener au même moment et à soumettre au même moment, je ne suis pas capable. Je me focalise sur un. Mais pour revenir à ta question, ma semaine, elle est totalement organisée en 2 parties. Donc, je vis en France, mais je travaille à Zurich. Et je ne suis pas frontalier, c'est-à-dire je vis à 4 heures de Zurich.
Ouais. Donc, d'habitude, je suis à Zurich 3 jours par semaine, lundi, Ouais. mardi, mercredi. Et d'après mon épouse, j'ai une vie de thésard quand je suis à Zurich. C'est-à-dire, j'ai des journées longues, Ouais. où je travaille. Euh, euh, et le travail que je fais ici, il est souvent très en contact avec l'équipe. Donc, Mm. dans mon équipe, on est un peu moins de 10 si on compte les étudiants, bien sûr. Beaucoup de Mm. travail avec les étudiants pour échanger. Très peu de temps au labo, malheureusement. J'aimerais en passer plus. Mm. Euh, et après aussi pas mal, malheureusement, pas mal d'administration parce que ici on me Mm. demande, voilà, de gérer l'équipe dans le sens plus large aussi de la gestion de tous les problèmes liés Mm. à un groupe de 10 personnes. Mm. Et après, j'ai une deuxième partie de la semaine, jeudi, vendredi, où je suis chez moi avec mes enfants. Mm. Donc, je m'occupe un peu plus de mes enfants forcément, mais qui vont à l'école. Donc, Mm. et là, bah, quand je les ai amenés à l'école, quand je m'en occupe pas, je continue de travailler. Et cette fois-ci, voilà, c'est plutôt du travail d'ordinateur Mm. parce que je n'ai pas de labo chez moi. Mm. Euh, mais en sachant que je prends quand même du temps pour moi, je fais pas mal d'activités sportives Mm. et je prends beaucoup plus de temps pour moi. C'est-à-dire sur une Mm. semaine, il y a pas mal d'heures de travail, mais elles Ouais. sont totalement désorganisées. Encore une Ouais. fois, s'il y a une échéance, tout saute. Mm. Euh, Souvent, disons une fois par mois, en période pré-Covid, je Mm. voyage. Mm. Enfin, dans la plupart des pays européens, Europe du Sud, disons, Mm. pour enseigner, pour collaborer. J'ai beaucoup d'études qui ne sont pas menées ici. Donc en fait, j'ai parlé de ma parenthèse ici. Ici, Mm. c'est bien sûr je suis employé d'une clinique orthopédique, mais mon intérêt, il pourrait pas être que orthopédique. Et mon intérêt est plutôt neuromusculaire. Il va Mm. au-delà de ce qui est la simple population orthopédique. C'est-à-dire, Mm. j'ai un intérêt pour l'immobilisation. Et donc, on a des projets avec les agences spatiales européennes et un projet Pouah. NASA sur, par exemple, l'utilisation d'électrostimulation. Ouais. Je continue à faire un peu de recherche sur des personnes obèses parce que, voilà, Ouais. moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'altération du statut neuromusculaire qui peut être engendré par de la suractivité. Et là, c'est les sportifs qui m'intéressent Ouais. ou c'est les personnes obèses Ouais. ou de la sous-activité. Et là, c'est des patients qui m'intéressent. On a fait quelques essais avec des études en réanimation parce que là, c'est l'extrême. Putain. Par exemple, les populations neurologiques, non. C'est une population où j'ai vraiment pas beaucoup de pistes, mais aussi parce que c'est une population difficile et plus hétérogène. Mm. Mais voilà, enfin, j'ai une activité en dehors d'ici Mm. et je suis très curieux à la base. Je me limite pas, je ne veux pas me limiter à un champ parce que voilà, je pense que je m'ennuierais aussi et c'est Mm. ma façon de fonctionner. Donc, pour D'accord. revenir à ma semaine, oui, ça part dans tous les sens et c'est ça qui me plaît. Souvent, je reçois un email, voilà, je préfère répondre tout de suite à l'email, même Ouais. si ça me détourne de mon truc. Ouais. Et Ah, c'est un c'est top. peu l'instinct, c'est un peu. Mm. Après, qu'est-ce que je peux dire aux plus jeunes, c'est que avec le temps, je travaille moins qu'avant. Ouais. Vieillissant, je vieillis pas, mais je suis de plus en plus actif. Ouais. Donc, je fais de plus en plus de vélo. Je fais du vélo de route. Ouais. Et tous les ans, j'arrive à cogner mes records de l'année d'avant. Donc, pour l'instant, ça va bien. Et du coup, tous les ans, je m'entraîne un peu plus. Et du coup, tous les ans, je réduis un peu, là où je peux, les activités de recherche. Voilà. Mais D'accord. ça reste pour moi une passion avant d'être un métier. Ouais. Top. Parfait. Et alors, qui sont tes mentors ou les gens qui t'inspirent et ça peut être aussi dans le cyclisme, hein, mais voilà, qui c'est qui t'a inspiré jusque-là? Alors, dans le cyclisme, c'est Miguel Indurain qui m'a inspiré. Ouais. Sans blague. Dans la recherche, en fait, enfin, je suis pas quelqu'un qui a des idoles. J'aime pas avoir des idoles. J'aime avoir des gens qui m'inspirent. Mm. Une personne que je connais pas qui écrit un article que je lis et je me dis, Mm. mais c'est tellement simple, enfin, c'est tellement bien écrit, c'est tellement Mm. fluide, c'est tellement beau que souvent j'écris à la personne et je lui dis, franchement, j'ai adoré ton article, ça m'a plu. Ouais. Après, ça se trouve que, voilà, ces personnes-là, on les croise.
Donc ça m'est arrivé d'en croiser certains et j'ai souvent les rapports que j'ai pu avoir avec des chercheurs, ça va au-delà de cet aspect professionnel. Mm. Enfin, j'ai tendance à valoriser beaucoup plus les personnes qui se la racontent pas trop et qui sont simples dans leur démarche. Et donc pour faire des noms, enfin j'aime pas faire des noms, mais bon, c'est pas obligé. d'un point de vue de ma croissance, ça a été d'abord un Dave Bem, Digby Sale, l'école canadienne entraînement de force, qui ont fait des choses très claires. Après, ça a été Enoka du Château, qui ont fait des choses absolument sublimes. Mais après, aussi des gens que j'ai côtoyés, enfin mes directeurs de thèse que j'ai cités tout à l'heure, ou même le couple Guillaume Millet, Romuald Lepers, que j'ai croisé à Dijon, enfin plus que croisé à Dijon, sur lesquels on a fait... C'est eux qui m'ont tiré dans leurs études fatigue, mais moi, ça m'a vachement plu. Voilà, c'est des rencontres, mais le plus souvent, j'ai envie de dire, enfin, ça peut paraître banal, mais voilà, encore une fois, quand c'est un étudiant qui écrit quelque chose qui me plaît, enfin, moi, je deviens fan de l'étudiant. Enfin, voilà, j'ai pas d'idole majeure que j'essaye absolument de. Super. Voilà. Top. Et en termes de Sinon, livres. Oui, pardon. Vas-y, dis-moi. En termes de Alors, je ne lis pas beaucoup, donc je vais aller contre tout le monde. Malheureusement, je ne lis pas beaucoup de livres. Je lis plus des choses même banales. Si je lis des livres, c'est des livres sur des histoires de montagne. Voilà, ça me fascine. Si j'ai un livre que j'utilise souvent pour le travail que j'ouvre, et je reprends des éléments, c'est Roger Enoka. J'adore les livres d'anatomie pure parce que j'adore les images, notamment avec les évolutions sur les méthodes d'imagerie. Ce n'est pas mon domaine, mais j'adore les images. Mais encore une fois, je suis un peu un âne. Je ne lis pas beaucoup de livres. Quand je lis des livres, c'est des histoires de montagne, style les conquêtes des premières ascensions. En Italie, en étant italien, je lis plus en italien. Il y a beaucoup d'histoires sur qui est-ce qui est arrivé en premier, qui est-ce que j'ai tué, qui est-ce que j'ai pas tué. Enfin, c'est des choses qui me plaisent, mais encore une fois, je ne lis pas beaucoup. C'est pas grave, pas de souci. Et alors, si les gens qui t'écoutent là, ils ont des questions, où c'est qu'ils peuvent te joindre? Ils peuvent me joindre par email. C'est le moyen le plus simple. Et si après c'est des questions qui nécessitent une discussion, je crois que mon numéro de téléphone de fixe, donc lundi, mardi, mercredi, est sur la page de la clinique. Et là, j'ai aucun problème à répondre. Mais oui, par email, c'est souvent plus simple dans un premier temps. Ouais, parfait. C'est quoi l'email du coup? L'email la plus simple, c'est MNA, donc Maffiletti Nicola Angelo, @kws.ch. Ok. Parfait. Top. Impeccable. Nicolas, merci beaucoup. C'est simple. Non c'est moi qui traîne. Ben, merci pour tout et voilà. J'espère à une prochaine fois en tout cas. Ça marche. Merci beaucoup. Bon courage. Salut. Ciao. Ciao. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous. Débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.